Donc je vous rappelle les choses qu'on avait racontées juste avant de finir, avant les vacances. On avait donc vu qu'au niveau mondial, il fallait que nous divisions pardon, par 3 nos émissions de gaz à effet de serre, ne serait-ce que pour sauver la planète, d'accord, hein, voilà. Autrement dit, et quand on dit sauver la planète, pour le coup, c'est pas exactement le bon terme, c'est pour que, grosso modo, les zones actuellement habitées par l'humanité à l'échelle planétaire restent relativement habitables, d'accord, y compris pour à peu près la moitié de la population actuelle, à savoir toute la population de l'Union entre l'Afrique centrale, une partie de l'Amazonie et massivement l'Asie du Sud-Est, d'accord. Donc en gros, là où il y a beaucoup de gens, quoi, dans le principe. Je vous avais également dit que, en fait, la France étant un pays particulièrement gourmand, puisque c'est un pays de l'OCDE, en fait, nos efforts à faire à titre individuel ne sont pas uniquement un facteur 3, mais quasiment un facteur 5, puisqu'en fait, enfin plus qu'un facteur 5, pardon, puisque, en fait, par personne, aujourd'hui, en fait, un Français moyen émet 10,8 tonnes de CO2 par an, d'accord, et que les objectifs pour être dans les clous des 2 degrés, hein, d'accord, c'est être à 2 tonnes de CO2 par an. Petite remarque, cette année, nous avons officiellement, enfin en 2024 plus exactement, nous venons officiellement d'enterrer les 1,5 degrés. Nous avons pour la première fois dans l'histoire de l'humanité dépassé les 1,5 degrés net. On est à 1,6 l'année dernière. D'accord. Voilà, terminé, au revoir. On fait un petit bisou aux Californiens. Voilà, on pense très fort à eux. Voilà. Et on repart dans l'autre sens. D'accord. Donc, en gros, je vous avais dit qu'on ne parlait pas de l'objectif à 1,5. Maintenant, bah oui, bah, c'est fini, c'est plié, puisque je vous ai appris que par inertie, de toute façon, tout ce qui était déjà fait n'est pas rattrapable. Donc là, pour le coup, on est en train de faire un peu un truc autre chose. Oui. L'année 2024 est l'année la plus chaude enregistrée dans l'histoire de l'humanité, en moyenne sur l'ensemble de l'année, et on est à plus 1,6 par rapport au début de l'ère pré-industrielle. Donc on ne sait pas si c'est définitif ou si c'est une année particulièrement machin, mais que ça va baisser, mais factuellement, en tendance, c'est pas une bonne nouvelle, globalement. Et en si peu de temps, c'est encore moins normal. Voilà. Je vous rappelle tout ce genre de choses. D'accord, on en avait parlé un peu. Et en particulier, je vous rappelle donc qu'il y a des choses à faire, et ces choses à faire se répartissent factuellement comme ça. C'est-à-dire avec une contribution des individus, donc les efforts qu'on peut faire nous à titre individuel sur l'alimentation, le transport, le covoiturage, etc., qui vont représenter à peu près un quart de l'effort global. Et en fait, ensuite, des actions d'État extrêmement fortes. Et donc ça, c'est un truc sur lequel je réinsiste. C'est pour ça que je fais de la propagande. C'est pas uniquement, et même, c'est quasiment l'effet du second ordre, pour vous dire, ah, vous êtes des petits privilégiés, arrêtez de faire des trucs n'importe quoi. C'est pas du tout mon point de vue. L'idée est la chose suivante, c'est que certes, à titre individuel, il va falloir un peu faire des trucs, mais factuellement, ceci est littéralement inutile sans une action étatique planifiée, concertée, et surtout dépensière pour le coup, hein. Alors, à l'heure où on discute du budget en ce moment, je vous rappelle que les évaluations sont que pour chaque euro non investi aujourd'hui, c'est 8 euros qu'on dépense dans 50 ans. Donc même d'un point de vue budgétaire, ce qu'on est en train de ne pas faire, c'est très con. D'accord. Enfin, faut être très clair, hein. C'est vraiment épouvantable. Et vous en parlez de Los Angeles à l'instant, hein, vous imaginez la facture. D'accord. Là, on est à des factures qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars quand même, hein. C'est épouvantable. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, bah, on fait pas, on fait pas. Voilà. À un moment donné, on prend. Donc, tout le monde est dans son coin en ce moment en train de se dire, c'est pas moi qui prendra. Bon, ok, ouais, c'est intéressant, hein. Bisous aux habitants de Valence, hein, voilà, hein. Bisous aux gens qui habitaient dans les Landes il y a 2 ans, hein, voilà. Petit bisou tranquillement. Voilà. On fait bisous à tous ces gens-là. Et on dit qu'à Melun, tout va bien se passer. Je vous rappelle un truc que j'ai oublié de vous dire au début. Les perspectives, c'est que la forêt de Fontainebleau va devenir auto-inflammable à partir de 2070. Mais en fait, les forêts en général prennent pas de feu toutes seules. En gros, tu vas à Fontainebleau, tu balances un mégot par terre, 2 mégots par terre, tu mets de l'essence, tout le feu, il se passe rien. C'est une forêt hyper humide, rien à foutre, c'est des chênes, il va rien se passer. Si la température monte, au bout d'un certain temps, les arbres sont trop secs. Et donc, grosso modo, la moindre étincelle provoque une propagation des incendies. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, en Californie. Et ce qui s'est passé dans les Landes il y a 2 ans. Alors, vous connaissez Fontainebleau? Déjà, c'est la plus grande forêt domaniale de France. Et puis surtout, il y a des villages, il y a des villes dedans. Il y a Fontainebleau, typiquement. Voilà, hein. Il y a Barbizon, il y a Bois-le-Roi. Enfin, voilà. C'est-à-dire que mettre des villes dans les forêts auto-inflammables, c'est très con. Mais sauf que, bah, avant, c'était pas auto-inflammable. D'accord. Donc, je sais pas si vous imaginez le gag. Voilà, hein. Quel que soit l'amour que vous avez pour les Bélifontins, quand même, ils méritent peut-être probablement pas ça. D'accord. Voilà. Donc en gros, il y a des petits efforts à faire et ces efforts à faire sont massivement en fait des efforts de pouvoir public. Je vous rappelle que ces efforts ne sont pas faits, mais on a quand même des plans. Et en particulier, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais me focaliser, mais qui sont en fait sur la même problématique.
Les deux trucs sur lesquels je vais me focaliser, c'est un, l'électricité, tout simplement parce que l'électricité est la composante essentielle de la façon dont notre civilisation fonctionne. D'accord? Si vous enlevez l'électricité demain, c'est un cauchemar. Donc, question, comment est-ce qu'on fait pour tenir le budget carbone tout en gardant de l'électricité pour tout le monde? D'accord? Deuxième chose, le transport fait également une partie essentielle de notre civilisation. Et en plus, le transport est aujourd'hui la part la plus gourmande en consommation d'énergie en Europe. D'accord? En France, ça représente 75% de l'énergie consommée. Question, comment on fait? Donc cette troisième partie, elle se fonde sur un document qui s'appelle Horizon 2050, qui a été publié il y a 2-3 ans maintenant, qui grosso modo en fait est quelque chose qui donne le cap énergétique de la France sur la transition énergétique, sur en fait grosso modo quelles sont les grandes mutations à venir sur le sujet. Donc c'est plutôt là c'est plus la partie qu'est-ce qu'à titre d'ingénieur, à titre de décideur, etc., il va falloir mettre en avant et mettre en place pour ça et les problèmes que ça pose. Donc on est parti. Je vais juste enlever ça, ça me gêne. Voilà. Excusez-moi, j'ai un problème. Donc, en gros, au niveau du monde, l'idée est la chose suivante, c'est que quand vous produisez de l'électricité, vous avez un certain nombre de choix possibles. Vous pouvez bien sûr brûler du charbon, vous pouvez brûler du gaz, vous pouvez ensuite faire des éoliens sans stockage, des panneaux photovoltaïques sans stockage, et puis ensuite vous avez la version batterie du problème. Et vous avez le nucléaire. Dans cette histoire-là, il manque en particulier le côté barrage, qui est à peu près là. C'est un peu en dessous du nucléaire. Donc vous constatez que bien sûr l'ennemi public numéro 1, c'est le charbon, en particulier le charbon mal construit. D'accord? Où vous émettez quand même littéralement 1200 grammes de CO2 par kilowattheure produit, versus le nucléaire, qui est en fait une énergie qui n'émet que de la vapeur d'eau, d'accord? Dans le principe, en tout cas dans l'atmosphère. Et donc il y a effectivement un ratio d'émissions de gaz à effet de serre extrêmement faible. Je vous informe que quand même c'est plus bas que les panneaux solaires quand même. Tout simplement parce que fabriquer des panneaux solaires c'est extrêmement gourmand, en partie en extraction de matériaux, en découpe du silicium. Et donc, surtout si ces panneaux solaires sont fabriqués en Chine, qui est majoritairement alimenté, ou en Inde, qui sont des pays massivement alimentés par du charbon. Alors en Chine, c'est en train de massivement changer. Hein. Il y a une grosse bascule vers le nucléaire et l'hydroélectrique. Mais, enfin, pareil, les centrales nucléaires, ça ne se construit pas en deux coups de cuillère à peau, même en Chine. Voilà. Donc en gros, non, c'est très impressionnant. Le truc ITER en chinois est hyper impressionnant en termes de rapidité, et je ne suis pas sûr que ce soit tant au détriment des normes de sécurité que ça, globalement. On discutera, si vous voulez, des problèmes de sécurité du nucléaire dans un pays où l'alcool et le tabac sont en vente libre. On peut se poser 2-3 questions. Le gaz est le choix fait par la majorité des Européens dans cette histoire-là, puisque effectivement ça réduit considérablement les gaz à effet de serre, et c'est pilotable. En France, on est là, globalement. Vous constatez qu'en production électrique mondiale, donc là, c'est pas toute l'énergie ni les sources de CO2, c'est vraiment uniquement le focus sur la production électrique. Et donc vous voyez qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le charbon n'a cessé d'augmenter depuis qu'on l'utilise, enfin en tout cas, pas depuis qu'on l'utilise, pardon, depuis les années 1980. Donc en gros, en fait, il faut bien se rendre compte que non seulement la part du charbon dans la production électrique est prépondérante, c'est la première source utilisée, et qu'en plus on continue à construire des centrales à charbon. Majoritairement en Inde en l'occurrence. Et ensuite, on a donc le gaz ici, si je ne me trompe pas. Et vous avez en fait des trucs extrêmement faibles. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est tout le décarboné. Donc vous avez là-dedans, dans cette espèce de petit bout, le nucléaire, le solaire et je ne sais plus quoi, l'éolien, probablement. Je ne sais pas pourquoi c'est pas la bonne couleur. Non, oui, non, le nucléaire en jaune, pardon, ça c'est le non piloté. Ça c'est les nouvelles énergies renouvelables, c'est biomasse, voilà. Ici vous avez le nucléaire, d'accord, qui reste assez faible. Et vous avez le pétrole ici, vous voyez qu'on utilise très peu de pétrole pour produire de l'énergie, majoritairement. On l'utilise plus pour déplacer des voitures. Et vous avez l'hydroélectrique. Alors, ce que vous constatez ici, c'est que les énergies carbonées, c'est écrit en bas, représentent donc, je parle des énergies carbonées, ces trois-là, du charbon jusqu'au pétrole, représentent 60% de la production électrique mondiale. Autrement dit, si vous voulez décarboner l'intégralité de l'électricité mondiale, et ça c'est cool parce qu'on peut vraiment le faire, au sens où on a des technologies pour avoir des émissions extrêmement faibles en production électrique. Donc je vous souvenez du camembert, si vous réussissez à réduire une part de 100%, ça vous soulage sur les autres en fait, dans le principe. Donc ça on peut faire, mais ça veut dire qu'il faut multiplier par 2,5 le reste. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 2,5 tous les barrages hydroélectriques. En Europe, c'est impossible, c'est fini, on est à saturation. Par 2,5 toutes les centrales nucléaires, d'accord, dans le monde, et ça, c'est beaucoup. Par 2,5 tous les panneaux solaires, les trucs, etc., etc. Ça, c'est un problème. Ces chiffres-là datent de 2017, c'est un peu vieux.
Si par contre on continue à avoir la progression de la consommation électrique de 7% par an, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que la consommation électrique augmente de 7% par an dans le monde, en Europe c'est plutôt un palier, voire une décroissance, grosso modo ça revient à le multiplier par 19, d'accord? Et ça c'est pas simple. En fait, non, pardon, je l'ai refait. Ça c'est impossible. On ne peut pas multiplier par 20 le nombre de barrages, juste il n'y a pas assez beau, il n'y a pas assez de tout ce que vous voulez. On ne peut pas multiplier par 20 le nombre de centrales nucléaires parce que ça se construit pas en deux coups de cuillère à peau, etc., etc. Donc le premier acte dans cette histoire, c'est qu'en fait, les défis qu'on doit avoir, le premier, c'est de faire en sorte déjà que la production électrique reste constante, ce qui signifie qu'elle doit monter moins pour les pays émergents et diminuer pour les pays de l'OCDE. Et en moyenne, on arrive à faire un truc au niveau mondial un peu propre. D'accord? Donc, on a un certain nombre de consommations possibles en France, d'accord? Je vous laisse lire, c'est pareil, c'est des documents que je vous donne beaucoup plus pour lecture a posteriori. Donc en gros, le truc espéré, c'est ça. Il y a un scénario pire et un scénario moins pire. Donc en gros, il y a un scénario très sobre et un scénario où avec des réindustrialisations massives, en particulier en France. Donc qui se passe là. Et donc en gros, on est dans une fourchette de production annuelle avec des répartitions. Et on va voir l'idée. Alors l'idée est la chose suivante. Si on regarde en fait l'utilisation de l'énergie en France depuis 1990, on constate qu'en fait l'utilisation de l'énergie en France diminue avec le temps. En fait, en gros, la France, c'est un pays où il y a peu d'industrie. Et donc en fait on n'a que des services et donc c'est massivement un pays qui profite de la décarbonation et surtout de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que plus on produit de l'électricité, on la distribue efficacement, moins on consomme à l'arrivée, plus toutes les politiques publiques d'isolation des bâtiments, etc., etc. Et donc grosso modo on a une descente comme ça, et si on extrapole jusqu'à 2030 on a ça, et jusqu'à 2050 on a ça. Donc la trajectoire française à 2050 c'est ce truc-là. En gros on a des puits de carbone d'un côté, qui vont compenser en fait nos émissions électriques. Alors je vous avais parlé déjà de la compensation, je pense que pour l'aviation et pour plein de trucs privés c'est une mythologie. Par contre l'électricité est un truc dont on ne peut pas se passer, et donc s'il y a bien un endroit où en tout cas on doit faire de la décarbonation pour compenser les émissions de CO2, c'est bien la partie électrique pour le coup qui est essentielle à tout le monde. Donc vous constatez qu'il y a plusieurs contributions. Vous avez d'une part en jaune l'utilisation de l'énergie, qui est un truc très massif pour l'instant, mais dont le but est que ça réduise de façon assez faible. Les procédés industriels, d'accord, qui eux vont rester malheureusement, c'est très contraint, donc ça descend un tout petit peu ici, mais c'est pas foufou. Et vous avez l'agriculture, qui est à terme un truc extrêmement incompressible, tout simplement parce que vous pouvez très peu mettre de véhicules électriques dans les champs, pour les champs de puissance. Pour le coup, un tracteur électrique, c'est délirant, pour l'instant en tout cas. Vous avez beaucoup de fertilisants en particulier, etc., etc. Donc grosso modo, vous êtes quand même large, c'est ce que vous allez devoir compenser massivement en termes d'émissions de CO2, c'est majoritairement l'agriculture. Ça, c'est incompressible dans le principe. Petite remarque, je vous informe, enfin vous n'êtes pas sans comprendre que si vous voulez réserver les derniers litres d'essence aux agriculteurs, il va falloir une vraie politique publique. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que l'essence va devenir à passer à 20 € le litre, et c'est pas les agriculteurs qui pourront se les payer. Pour des raisons sociologiques évidentes. D'accord. Petite remarque au passage, dans les trajectoires sur l'agriculture, l'augmentation d'environ 50% du prix de la nourriture est un truc qui est obligatoire à faire, dès aujourd'hui. Pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs en Europe sont sommés de bouffer tous les problèmes. Ils doivent produire de la bouffe à 2% de la population, pas cher, en respectant l'environnement, avec une essentière, enfin, etc., en respectant des normes de plus en plus drastiques. C'est impossible, c'est intenable. D'accord. Je vous rappelle que la population européenne n'a jamais consacré aussi peu d'argent à la nourriture, dans sa part de budget, s'entend. Donc, pour revenir un peu. Ouais. Les puits de carbone, majoritairement en France, c'est de la reforestation. Voilà, c'est ça l'idée. En gros. Alors en France, la surface forestière augmente entre 3 et 5% par an. Donc c'est vraiment un truc qu'on sait faire pour le coup. Et c'est lié aussi par ailleurs à une conversion en cours d'une partie du chauffage de l'habitat au chauffage au bois, qui est un truc extrêmement vertueux, parce que pour le coup, tu fais quand même littéralement pousser des forêts, des arbres, des couverts, etc., etc., pour produire ce truc-là. C'est très renouvelable, c'est un truc qu'on sait très très bien faire. Le papier en France aujourd'hui, c'est une filière zéro carbone, complètement circulaire. Enfin, c'est le truc qu'on sait faire pour le coup. Voilà. Donc là, on parle de puits de carbone, pas artificiel. D'accord. Pas les trucs qu'ils sont en train de mettre en Islande avec les trucs qui pompent le carbone, la machin chose. Enfin voilà. Enfin, les gens qui inventent des arbres, moi, ça me fascine un peu. Enfin, à un moment donné, planter des arbres. Ouais. On n'a pas un peu un cercle vicieux parce que pour revenir aux centrales nucléaires, il faut de l'eau pour les refroidir. Oui. Et si ça se réchauffe, bah, on ne peut plus les refroidir. Alors,
Ça fait partie des contraintes de construction des centrales nucléaires. C'est une des raisons pour lesquelles déjà on va faire des réacteurs qui ne sont pas forcément à eau et surtout on va essayer d'en faire moins. C'est l'avantage d'avoir des réacteurs concentrés. Mais effectivement, la France a choisi stratégiquement de construire ses centrales nucléaires majoritairement sur la Loire, tout simplement parce que c'est un fleuve avec un gros débit assez peu variable et surtout qui est loin des frontières. Pareil pas, mais ça fait aussi partie des choix. D'accord. Il y a des raisons pour lesquelles on ne construit pas des centrales nucléaires pile poil en face de l'Allemagne, pour des questions historiques quasi évidentes. Voilà. Mais effectivement, la Loire en ce moment, c'est un fleuve très peu profond, donc c'est effectivement un fleuve qui est soumis à des variations thermiques assez fortes. Ça fait partie des contraintes sur lesquelles il faut réfléchir. Mais oui, non, mais. Enfin, en gros, on n'a pas beaucoup de problèmes qui s'auto-entretiennent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Les rétroactions positives sont très nombreuses et c'est pénible. Alors, en gros, l'idée est la chose suivante, c'est que si on veut décarboner en fait en France en particulier, vous voyez qu'en France, en fait, ça c'est peut-être quelque chose que vous ne saviez pas, mais on est ici, hein. En fait, la consommation électrique représente grosso modo un quart de la consommation énergétique française. En gros, l'électricité est extrêmement utile pour le coup, mais majoritairement, en fait, ce qu'on consomme, les trois quarts de l'énergie qu'on consomme sont majoritairement consommés dans d'autres usages que l'électricité. Et donc, globalement, charbon, pétrole, gaz, chauffage au bois, etc., etc. D'accord. Donc, pas des sources électriques. Et vous constatez en particulier que là, il y a donc le charbon en France, il n'y a quasiment plus rien. Si vous constatez, hein, c'est la petite marge qui est en haut là, on ne voit pas grand-chose. Par contre, tout ça, c'est le pétrole. D'accord. Et le pétrole, il n'y a pas des millions d'endroits où on le consomme en France, c'est dans les voitures. D'accord, c'est dans les transports individuels. Donc vous voyez qu'il y a une trajectoire de consommation du pétrole pour 2050 qui quand même a tendance à tendre vers zéro, littéralement. On garde du gaz pour grosso modo faire des centrales pilotables faciles à construire en complément. Et majoritairement, ce sera du gaz décarboné au sens souvent, on récupère, c'est tout le processus de méthanisation. Vous faites élever des bovins et vous récupérez le méthane pour brûler des gaz, d'accord. Donc soit du biogaz qui sont liés à des compositions des végétaux. Le bois est appelé à monter un peu, d'accord. Pour le chauffage en particulier, le chauffage isolé, c'est très très efficace. L'hydraulique est appelé l'électricité d'origine nucléaire est appelée à diminuer pour une raison extrêmement simple. Alors pour le coup, je pense que malheureusement tout le monde est en train de revoir cette trajectoire un peu à la hausse, tout simplement parce qu'en fait on se rend compte que il y a encore 5 ans, moi je disais qu'il faut fermer d'ici 2050 tous les réacteurs nucléaires existants. Aujourd'hui, en fait, c'est tellement plus tenable parce qu'on a pris trop de retard et qu'on ne fait pas le boulot que grosso modo, en fait, on est en train de tendre vers une position que tant que c'est safe, on les tient, quoi. Moi, j'y crois pas, parce que je suis convaincu qu'en fait, on va avoir des réacteurs qui seront tout le temps en maintenance, parce que donc ils produiront plus rien en fait globalement. Mais voilà, il faut gratter un peu, parce qu'on a pris énormément de retard sur la construction du nouveau nucléaire. Et donc en gros, on a une trajectoire ici où on ferme pas tout, mais grosso modo, la part d'énergie nucléaire existante déjà va diminuer. L'hydraulique, c'est assez incertain. On peut construire une ou deux infrastructures quelque part, mais c'est très faible. Mais de toute façon, ça va être très très lié au déficit ou au contraire à l'augmentation de la pluviométrie française. Ça, c'est un peu un truc assez incertain parce qu'on ne sait pas trop quand même dans le principe si ça va monter ou si ça va descendre, ça va rester stable ou si ça va être très chaotique. Donc la production électrique, ça peut être pénible. Et donc vous avez tout ça. Donc là, vous avez un effort de réduction et de disparition du pétrole. Et ici, vous avez avec une extrapolation on continue sur notre baisse énergétique comme ça jusqu'à 2050. Et vous avez ici ça à trouver. Voilà. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et en fait, ça c'est un vrai débat public depuis très très longtemps, avec en France une tendance très particulière avec des gens qui sont extrêmement en faveur du nucléaire. Pour le coup, c'est un pays qui est très très pro-nucléaire. Pour des raisons évidentes, c'est que ça fait 70 ans, enfin 50 ans qu'on est avec des centrales nucléaires et que manifestement on n'en meurt pas. Et après, mais par contre, on ne peut pas remplir tout ça avec du nucléaire parce qu'on n'a pas la rapidité de construction. Ça, c'est pas possible. Donc, si on fait un bilan chiffré, on passe aujourd'hui de 1600 TWh d'énergie consommée, tout compris, électricité, transport, enfin énergie fossile, et puis autres trucs, bois, combustion des déchets, enfin des trucs comme ça, qui représentent quand même une part non négligeable ici, à un mix à 930 TWh, c'est-à-dire une baisse de 40% de notre consommation électrique globale, d'accord, en essayant de maintenir ce qu'on peut. Vous voyez que l'électricité à l'arrivée représentera 55% du mix, contre 25% aujourd'hui, donc on double la part électrique. Donc grosso modo, ce que ça vous raconte, c'est que vous divisez par deux la consommation énergétique totale, vous gardez la production électrique relativement constante, d'accord. Et cette constance va absorber la baisse globale d'énergie. Et en particulier, vous avez ici les énergies
voilà, d'autres énergies renouvelables, tout ce qui est biomasse, etc. Il reste quelques énergies fossiles incompressibles. Vous avez une part de l'hydrogène ici, d'accord, dont on ne sait pas trop quoi faire, et où moi personnellement je pense que c'est une grosse connerie, sauf pour l'industrie, donc sauf dans des conditions extrêmement faibles. Tout simplement parce que si vous produisez de l'hydrogène, vous avez à peu près 60% de rendement dans l'électrolyse. Et en particulier, si vous l'utilisez dans un moteur thermique, vous avez ensuite 20% de rendement dans le moteur thermique. Et donc, grosso modo, vous vous retrouvez à 12% de rendement par rapport à un véhicule électrique qui, lui, bouffe l'électricité directement et roule avec. Ou vous êtes à 80% de rendement sur les batteries. Pour les voitures à hydrogène, il faut pendre les gens qui font ça, quoi. Soit on arrive à récupérer de l'hydrogène directement dans la nature, mais ça a l'air d'exister, mais ça a l'air d'être des volumes ridiculement faibles, pour le coup. Je me suis penché là-dessus il y a 6 mois. Pour l'instant, les volumes sont tellement faibles qu'il y aura 3 bagnoles qui se baladent et puis ça s'arrête là. Je pense que mes petits-enfants seront morts avant qu'on voit un avion à hydrogène. Pour une raison très simple, c'est que l'hydrogène a un très mauvais ratio énergie sur volume. Donc en gros, si vous faites un avion à hydrogène, les 2 tiers seront remplis d'hydrogène. Donc ça intéresse personne vu qu'il n'y a plus de passagers dedans. Ce qui est quand même un peu con, voilà, donc dans le principe. Donc, à mon avis, et là, c'est la physique qui vous raconte ça, c'est pas juste on n'a pas la techno. Là où on n'a pas la techno, c'est pour faire le plein, par exemple. Parce que l'hydrogène est sous extrême pression pour être liquide et prendre pas de place. Il est à très basse température. Et faire le plein, c'est. Enfin, faire des pleins avec un truc qui est à 4 Kelvin, hein, si vous voulez, c'est pas prendre la pompe et verser du diesel dans le réservoir, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, ça demande des techniques cryogéniques, ça demande des trucs, enfin voilà. Ou alors, vous faites le plein d'un avion en 4 semaines, enfin voilà, c'est délirant, quoi. Enfin, c'est vraiment délirant comme histoire, l'avion à hydrogène, quoi. Ou alors vous remplissez des zeppelins, d'hélium en l'occurrence, ou d'hydrogène, et là c'est la fête, quoi. Il y a des raisons pour lesquelles on fait plus de zeppelins, quand même. Parce que le interdit de fumer doit être respecté à la lettre, techniquement, voilà. Donc, en gros, si on regarde les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre sur le truc là, en France on a de la chance parce que notre électricité est majoritairement décarbonée, vu qu'on produit de l'électricité à partir soit de barrages, soit de centrales nucléaires. En gros, la grosse réduction, c'est sur les transports, majoritairement sur l'électrification des usages. Donc ça veut dire le passage à la voiture électrique. On va voir les contraintes que ça pose. Petite remarque, le passage à la voiture électrique, au-delà de l'argument écologique général qui n'est pas si fort que ça, il y a un argument de disparition du pétrole en France de toute façon en termes d'approvisionnement. D'accord. Donc à un moment donné, juste, ça n'a plus d'essence. Ensuite, le chauffage résidentiel, isolation, on dégage toutes les pompes enfin toutes les chaudières à fioul, etc., etc. L'industrie, ça c'est pas vous. Production d'hydrogène, on s'en fout un peu. Et vous avez un autre là qui se promène, qui est par exemple la décarbonation des services publics, le fait que les fenêtres s'ouvrent pas en permanence pendant qu'on chauffe à gogo en plein hiver, enfin voilà, etc., etc. D'accord. Vous savez comment l'éducation nationale fonctionne. Moi j'y crois, mais comme au Père Noël, mais c'est une autre conversation. D'accord. Voilà. L'idée est la chose suivante. Non, je vais. L'idée, en fait, vous avez donc 2 contributions, je vais quand même vous en parler. En gros, on mise beaucoup en France sur l'efficacité versus sobriété. D'accord. En gros, on pense que la grosse part dans l'électrification, ça va être surtout une histoire d'ingénieur. Donc c'est surtout vous que ça concerne. Il y aura une part de sobriété ici qui représente à peu près un tiers des efforts. Mais factuellement, on a beaucoup de trucs technologiques à faire pour limiter les pertes de réseau, faire du nucléaire performant, etc., etc. Très rapidement, il s'avère que en fait, ça dépend. Il y a un truc assez rigolo, c'est que, et ça, c'est des arguments qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux en particulier, la problématique de la réindustrialisation française est une problématique qui dépend essentiellement de comment on compte les émissions CO2 d'un Français moyen. C'est-à-dire que si vous mettez en compte que les émissions de CO2 produites en France, la réindustrialisation en France a un intérêt extrêmement faible. Par contre, si vous rajoutez dans les émissions de CO2 tous les produits manufacturés qui sont achetés à l'import, d'accord, en particulier tout ce qui est produit en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire probablement l'intégralité des vêtements que vous portez, par exemple, voilà, sauf exception, et que je porte aussi par ailleurs. Hein, voilà. En fait, vous avez un bilan carbone qui est beaucoup plus désastreux, tout simplement parce que vous rajoutez dans le bilan carbone individuel le bilan carbone des pays dans lesquels ces produits ont été fabriqués. Et donc, pour le coup, réindustrialiser la France permet de gratter un peu au niveau mondial ce truc-là. Donc là, c'est un effort plus intelligent, au sens, en fait, on rapatrie les usines en France. Déjà, ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité économique, enfin, vous êtes content. Et en plus, factuellement, comme on a une production d'énergie qui sera a priori plus facilement décarbonée que dans des pays comme l'Inde ou comme la Chine, on aura un impact carbone beaucoup plus important par la réindustrialisation. C'est pas un truc très fort, hein, c'est la petite différence entre le bleu et le rouge ici, mais c'est quand même quelque chose de non négligeable. Donc en termes de trajectoire publique, il est aujourd'hui tout à fait préférable d'avoir une réindustrialisation, c'est-à-dire un transfert plus ou moins partiel des usines de production
chinoises ou bangladi ou indiennes ou turques, d'accord, pour les principaux producteurs du textile en particulier en France, de les ramener en France. D'autant qu'on sait faire des t-shirts, voilà, c'est pas les cartes mères, quoi. Alors, je passe ça rapidement. Il s'avère en gros que le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, Horizon 2050, en fait, c'est vraiment là, c'est un panel d'experts, d'acteurs de la filière, donc nucléaire, éolien, voilà, Enedis, transporteur réseau, etc., etc. Donc des gens qui savent un peu de quoi ils parlent globalement. Ils ont donc proposé, il y a quelques années, il y a 2-3 ans donc, au pouvoir public, un gros document dans lequel il y a en fait 6 scénarios qui sont nommés M pour des scénarios où il y a énormément de parts, et en tout cas, pardon, où il y a disparition en fait de la part du nucléaire, ou en tout cas très très faible part de nucléaire. Donc là, le plus écologique étant, enfin le moins nucléaire de tous étant celui-là, avec une sortie complète du nucléaire en 2050. Et donc vous voyez les répartitions ici, globalement avec la même disponibilité. Le solaire représenterait à peu près 208 gigawatts, 214 ici, 125. Vous aurez des éoliennes réparties entre maritime et solaire, avec toujours une production extrêmement forte, en particulier sur le maritime. Vous voyez que les éoliennes sur Terre, les éoliennes terrestres, pardon, sont un facteur d'ajustement, mais pas tant que ça. D'accord. Vous voyez que grosso modo, c'est juste une interchangeabilité entre le solaire et l'éolien ici. Mais grosso modo, l'éolien terrestre fait partie du scénario quoi qu'il arrive. Un éolien maritime qui est quasiment incompressible, autour de 50 gigawatts. D'accord. Et donc, bien sûr, une part de nucléaire, qui soit ancien ou nouveau, qui est là nulle dans le scénario le plus antinucléaire. Et ici, vous avez des choses où on garde un peu de nouveau nucléaire, on garde un peu d'ancien nucléaire, pardon, mais on ne construit absolument rien. Oui. D'un point de vue environnemental, les éoliennes maritimes. Les études sont en cours, ça n'a pas l'air si crapou que ça. En gros, en fait, il s'avère que comme il n'y a pas de pêcher, c'est le même problème que Tchernobyl, en fait. En gros, d'un point de vue environnemental, c'est plutôt cool, parce qu'il n'y a plus d'êtres humains, donc ça se passe mieux. En fait, les études d'impact sur l'éolien maritime ont tendance à montrer que comme il n'y a plus de pêche en dessous, bah en fait, en dessous, localement, tu fous des dalles en béton sur des crabes, ils sont pas contents. Voilà. Parce que tu coules quand même littéralement une dalle de béton absolument monstrueuse dans le fond. Donc sur le début, ça se passe pas super bien. Voilà. Mais manifestement, après, tu as un foisonnement de biodiversité assez fort en dessous. Voilà, c'est ce qu'on observe sur le plateau du Four en particulier. Bon. Donc après, ça doit dépendre des zones, ça doit dépendre de plein de trucs. Enfin, voilà, c'est ça. Là, je parle que CO2, hein, je parle pas de biodiversité, je parle pas de pollution plastique, parce que là, sinon, j'en ai encore pour 20 ans, quoi. Donc, Et après, vous avez des scénarios avec construction de nouveaux nucléaires. D'accord. Donc, avec le truc le plus hardcore, le N03, où on garde toutes les centrales nucléaires existantes ouvertes, on construit de l'EPR à gogo, on en met partout. Vous constatez que même dans ces scénarios, la part du solaire est extrêmement élevée, et la part de l'éolien est toujours la même. Grosso modo, entre 50 et 70 gigawatts. Ouais. SMR, c'est les petits réacteurs, c'est les réacteurs miniatures, c'est des small, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une technologie anglaise. C'est des tout petits réacteurs nucléaires très modulables. Et ça, c'est une technologie sur laquelle on a de l'espoir. Ça, c'est pas encore ça, mais c'est vraiment le truc qui pourrait être le plus abouti d'ici 2050. Donc au lieu de faire les EPR qui sont énormes, c'est des trucs. Maintenant, on a la recette de cuisine, c'est bon, ça va tourner, mais voilà. La France, c'était le prototype premier, donc c'est un peu épouvantable. Les SMR, c'est une autre stratégie, c'est de dire on va faire. Comme de toute façon, on va avoir un grid avec un gros réseau, à cause des énergies de type éolien et solaire. Bah, en fait, ça peut devenir intelligent de faire des centrales plus petites, mais plus facilement constructibles, surveillables, fermables, etc. etc. Donc ça s'appelle les SMR. C'est juste une autre technologie. De toute façon, quoi qu'il arrive, le nucléaire représentera pas plus de 50% du mix énergétique à l'arrivée, contre aujourd'hui 80% dans le mix électrique. C'est-à-dire 16% en vrai, puisque c'est un quart du problème. Donc voilà. Non, 32% pardon, aujourd'hui, dans cette histoire. Alors, on va regarder un peu tous les scénarios. Si vous regardez le bilan carbone de tous les scénarios, en fait, sans grande surprise, les scénarios les plus nucléarisés sont les plus bas carbone. Tout simplement parce que la construction des éoliennes en particulier et des panneaux solaires sont quand même assez gourmands. Mais de toute façon, ils sont tous comparables. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs différents entre les deux. Globalement, ça génère une réduction assez drastique des émissions de gaz à effet de serre liées à l'électricité. Donc dans le principe, sur les émissions de gaz à effet de serre, tous les scénarios sont à peu près convenables. Voilà, il n'y en a pas un qui est particulièrement aberrant par rapport à l'autre dans cette histoire-là. Donc c'est vraiment dans le choix sur les divers scénarios, c'est pas vraiment un problème de CO2 émis. On va essayer de voir un peu où sont les points de bascule. Et vous allez voir, à mon avis, ça va être rigolo. Alors, vous avez donc des trajectoires diverses et variées sur le rythme de construction des réacteurs. Et en fait, la raison pour laquelle il n'y en a que 3, c'est qu'en fait, celui-là
déjà, est difficilement tenable en termes de rythme de construction des réacteurs, parce qu'en fait, vous devez construire 14 EPR entre 2035 et 2050. D'accord? En gros, il va falloir y mettre un peu. Je vous rappelle que le premier, on a mis 15 ans à le construire, d'accord? Donc voilà, non mais c'est un prototype. Enfin, encore une fois, c'est pas une bonne mesure, d'accord? Mais grosso modo, le N1, c'est 8, d'accord? Mais de toute façon, vous avez 14 plus les SMR derrière, donc vous avez vraiment vous devez vraiment envoyer en termes de main-d'œuvre, en termes d'ingénierie et en termes d'argent aussi par ailleurs. On a un énorme problème au niveau budget pour des raisons très simples. Parce que là, en fait, vous avez des EPR, il y en a 4 qui ont été construits pour l'instant. Un qui a été construit en Chine, le deuxième en Finlande, le troisième en France, il a été inauguré il y a quelques mois, et le quatrième en Angleterre. Et en fait, le tarif de l'EPR anglais est hallucinant parce que en fait, c'est pas les pouvoirs publics qui ont prêté l'argent, c'est les banques. Et ils ont emprunté à 10%. Alors, j'ai vu, vous écoutez le tarif. Budget initial emprunté 15 milliards d'euros. Surcoût dû à l'intérêt d'emprunt 90 milliards. 90 milliards d'euros dû en fait à ce qu'on appelle les intérêts intercalaires, c'est-à-dire que vous payez des intérêts le temps que le truc soit construit, quoi. Et comme ça a pris du temps à construire, voilà. Donc il s'avère également que là il y a un problème de discussion politique plus profond qui est que la construction européenne s'est faite en empêchant les États d'emprunter et de prêter à des taux extrêmement bas. Et surtout en considérant que l'électricité était un bien comme les autres, autrement dit comme des carambars ou ce genre de choses, il est probablement temps de repenser l'électricité comme étant un bien commun et probablement un truc qui doit être financé à 0%. Auquel cas on n'a pas du tout les mêmes... Parce que vous voyez, c'est pas... Je ne suis pas trompé, hein, c'est pas 15 milliards plus 90 millions, c'est 15 milliards plus 90 milliards. Donc la discussion sur les taux d'intérêt, c'est pas une discussion à virgule. C'est une discussion sur là, quand même, on parle littéralement d'un facteur 6. D'accord? 90 plus 15, 105. On a un facteur 6 là. Ouais. Il y a une vraie discussion à avoir de fond là, pour le coup, sur la façon dont on pense que l'électricité est une marchandise et comment on la finance et on emprunte. C'est pas mon truc, mais voilà. Donc si vous croisez Bruno dans la rue, vous l'expliquez, parce qu'il n'a pas compris pour l'instant. Voilà. Si on prend tous les scénarios sur le... Là, on a parlé du nucléaire. Si on prend tous les scénarios sur le développement de l'éolien, vous avez en fait dans tous les scénarios des augmentations de production solaire en gigawatts par an qui sont considérables. Donc ça, c'est le solaire, ça, c'est l'éolien terrestre, ça, c'est l'éolien maritime. Ça, c'est ce qu'on doit faire dans tous les scénarios, du plus nucléarisé au moins nucléarisé. Et ça, c'est ce qu'on fait en France. Par rapport à ce qu'on devrait faire, par exemple, pour le scénario médian. Donc en fait, on se rend compte qu'on est presque dans les clous dans l'éolien terrestre. D'accord? L'éolien maritime, on est dans les choux, ça commence, mais c'est extrêmement compliqué parce que, en fait, on va discuter de ça en fait. Mais factuellement, il est probable qu'un développement, parce que par exemple celui qui est voulu par les écologistes en France, c'est-à-dire celui-là, est littéralement impossible à tenir d'un point de vue technique. D'accord? Je sais pas, Morgane, au début. Est-ce qu'il y a une limite à une panneau solaire à l'éolienne? Parce que s'il n'y a pas de vent, Alors, il y a une limite, mais factuellement, t'en mets plein. On va parler chiffres et superficie. En gros, comme c'est très réparti, ça marche, mais tu peux voir que ça pour le coup. La limite, c'est que si tu que ça, c'est pas pilotable. Si c'est pas pilotable, tu peux pas avoir une infrastructure comme maintenant. C'est-à-dire que s'il y a ni vent ni... Là, en Allemagne, par exemple, c'est un énorme problème. On est passé en quasiment 3 semaines de climat extrêmement venteux, donc avec de l'énergie à prix négatif. D'accord? C'est-à-dire que tu es obligé de vendre sur le marché européen. Ça fait partie des conneries à rediscuter. Ça fait partie des conneries à discuter. C'est-à-dire qu'en gros, tu payes pour vendre ton électricité quand même. C'est ça dont on parle, hein, l'énergie à prix négatif. C'est-à-dire que tu produis l'électricité, tu en produis tellement que tu es obligé de décréter. Et enfin voilà, c'est des cauchemars énergétiques. Donc ça, c'était plutôt il y a 6-8 mois. Et on est passé là aujourd'hui à une situation en fait où il fait moche. Il n'y a pas de vent. L'Allemagne est dans une situation de pénurie électrique. Là, ils sont au bord du blackout, l'Allemagne. D'accord? Ils rallument les centrales à gaz pleine balle et machin et tout, mais comme ils sont antinucléaires structurellement pour le coup, bah à un moment donné, ils vont mettre des gaz à effet de serre comme des clowns, quoi. Parce que, bah, ils n'ont pas d'autre choix. Donc ça fait partie des problèmes, et effectivement, le full éolien et le full solaire restent pour moi d'un point de vue technique. Mais c'est pas la technique, en fait, le problème. Bon, j'ai pas de transparence sur le sujet, mais on va en parler du coup. C'est l'acceptabilité. Il s'avère, en fait, qu'en France, personne ne veut des éoliennes. Personne. Et moi, dans le bled où je vis, c'est devenu le Far West, quoi. Enfin, moi, j'ai vu des scènes hallucinantes, un maire qui se fait rouer de coups, enfin, des trucs, mais enfin, c'est l'Afrique, quoi. Enfin, pardon, sans offense, mais je veux dire, voilà, quoi. Enfin, c'est surréaliste, quoi.
Pardon, sans offense. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans des structures où les structures... En fait, ce qu'on a fait comme connerie sur les éoliennes, c'est qu'on a demandé aux communes de s'en charger. Donc les gens qui sont en contact de la population, d'accord? Et en gros, donc eux génèrent des contrats avec Total Energy, avec divers acteurs. On leur dit, il y a 3 éoliennes qui se baladent là-bas, les gens pètent les plombs. Et grosso modo, en fait, au lieu que ce soit le conseil régional qui lui est un peu loin et dit on vous emmerde, de toute façon, ça sera comme ça, et ben en fait, voilà, donc moi par exemple dans mon bled, il va y avoir 6 éoliennes posées, en fait, ils ont reculé. Ils ont reculé face à 15 personnes qui, grosso modo, disent vous pouvez une éolienne, on les taillera à la disqueuse et ça va être du quoi. Voilà. Et avec des arguments débiles, je veux dire. Et donc en fait, on a un problème d'acceptabilité. L'éolien, c'est un truc dont personne ne veut parce que les gens veulent pas voir d'éoliennes de chez eux. Je comprends pas pourquoi, ça les dérange pas de voir des lignes haute tension, ça les dérange pas de voir des centrales nucléaires. Et là, dans mon bled, les opposants à l'éolienne, le projet alternatif, c'est remplacer 6 éoliennes par... Alors 6 éoliennes, vous voyez, hein, une éolienne, ça prend 100 mètres carrés par éolienne, d'accord? Ça fait 600 mètres carrés au sol sur 6 éoliennes, ça va jusqu'à tout va bien. 1000 mètres carrés, allez, c'est machin, donc ça fait un dixième d'hectare. Là, ils proposent en remplacement un projet solaire à 400 hectares. L'acceptabilité des panneaux solaires est plus élevée parce qu'on ne les voit pas de chez soi. Sauf que l'emprise au sol, c'est... Enfin, entre 400 et un dixième, c'est pas le même facteur, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, quand même. C'est ça que je voulais vous demander par rapport au solaire. C'est des panneaux solaires individuels sur les maisons ou des champs? Là, c'est des champs, là. Ok. Ça sert à rien, les panneaux individuels sur les maisons. C'est ridicule. Il faut se rendre compte, sur un toit, vous mettez 3 kilowatts, quoi. Allez, 5, 6 si vous avez une grande baraque, 10 si vous habitez un château, quoi. Mais dans le principe, 10 kilowatts, c'est ridicule, quoi. Donc, en gros, vous mettez des... C'est ce qu'ils font au Japon, en particulier. Au Japon, tu as des hectares entiers recouverts de panneaux solaires, quoi. C'est vraiment... voilà. Petite remarque, ça marche pas dans le désert. Je rappelle que les Émirats Arabes Unis ont recouvert leur désert de panneaux solaires, ils marchent pas. Oui, le sol, bah, comme sur Mars. Voilà. Et on peut pas le nettoyer avec des balais parce que ça raye le verre, c'est fini, quoi. Ils font des trucs avec des miroirs, hein. Il y a plein de trucs avec des miroirs. Ouais, mais... Ouais, voilà, faut voir le truc. On va faire des essuie-glaces. Un essuie-glace, c'est mort. Si tu passes un essuie-glace sur du sable, bah tu rayes la vitre. Et puis après, ton panneau solaire devient opaque, c'est fini. Ah non, Ah, ça serait bien de mettre des panneaux solaires partout dans le Sahara, hein, mais ça sert à que dalle. Ça sert autant que de mettre des panneaux solaires au pôle Nord, quoi. Voilà. Je t'écoute. L'unique raison pour laquelle les gens refusent les éoliennes, c'est parce qu'ils les voient. L'unique vraie raison pour ça, après, tu as des arguments qui se rajoutent. Le meilleur que... Donc bien sûr, tu as l'histoire des infrasons, ce truc absurde, machin chose, voilà. En fait, en gros, ça tourne, quoi, à basse fréquence, donc ça émet des ondes sonores à 1 Hz ou 2 Hz, et il y a des gens, de la même façon que les électrosensibles, qui sont malades à cause de ça. Bon, voilà. Ça résiste à rien, voilà. Et l'argument le plus incroyable que j'ai entendu, c'est que les éoliennes contiennent du bisphénol. Du bisphénol. Donc le bisphénol, c'est un perturbateur endocrinien, et donc on l'a enlevé des biberons des bébés, par exemple. Moi, j'ai répondu, il ne faut pas lécher les éoliennes, en fait. Faut pas le faire, enfin, voilà. Et voilà, moi, on est arrivé à un niveau de débat où les gens expliquent que le problème, c'est que les éoliennes, il y a du bisphénol, et donc si l'éolienne, elle tombe et qu'elle se dissout dans le sol, on va boire du bisphénol. Enfin, je veux dire, on est à ce niveau d'argumentaire, quoi. Et là, on est là, mais mais en plus, non, c'est-à-dire, les gens n'ont même pas compris d'où vient l'eau du robinet, en fait. Ça marche pas comme ça. L'eau du robinet, elle n'est pas pompée sous les champs à côté. Ça, personne fait ça, quoi. Il y a de la terre, il y a de la phréatique. Enfin, voilà, les gens comprennent que dalle. Enfin, voilà. Moi, j'ai assisté à des débats surréalistes, quoi. Enfin, à un moment donné, on arrête parce qu'en fait, les gens sont juste violents, quoi. C'est juste ça. Bah, pas de conversation, ils sont juste violents, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de me faire taper dessus parce que j'essaie d'expliquer qu'un watt et un water, c'est pas la même chose. Voilà, d'accord. Voilà, à un moment donné, je préfère vous expliquer ça à vous, voilà, parce que déjà, vous ne me tapez pas en général, c'est mieux. Voilà, je préfère. Voilà. Non, quand même pas. Par le GAN, voilà, c'est ça. Voilà, je me méfie. Je reviens là-dessus. Si on regarde tous les divers scénarios, vous constatez que si on met tout dedans, l'infrastructure, le machin, etc., vous comprendrez que contrairement à ce qu'il est beaucoup raconté, les scénarios très nucléarisés sont des scénarios qui sont en fait in fine moins chers. Tout simplement parce qu'en fait le nucléaire coûte extrêmement cher à construire, ça c'est pas une blague, mais majoritairement les surcoûts sont liés au système bancaire, donc à négocier. Mais par contre, en fait, il y a un truc qui n'est jamais pris en compte par les défenseurs du tout éolien ou du tout solaire, c'est le surcoût du réseau. Parce qu'il y a une grosse différence entre mettre 10 EPR en France, en 10 points donc, pas très compliqué, et mettre des éoliennes partout, parce qu'à chaque fois que vous me posez une éolienne, il faut faire un grid complet, et en plus il faut faire la gestion des intermittences. Donc c'est un coût de réseau extrêmement élevé, donc bien sûr une éolienne ça coûte rien,
En main-d'œuvre, ça coûte rien. Bam, vous la plantez. Voilà, vous prenez n'importe quelle entreprise, voilà, il sait faire ça. Par contre, le réseau derrière à construire est hyper pénible et à gérer et à construire, donc ça fait énormément de cuivre, d'accord? Et ça coûte très très cher. Donc à l'arrivée, vous voyez que le prix, pareil, c'est les mêmes ordres de grandeur, à peu de choses près. Le prix est un choix assez peu déterminant dans les divers scénarios, et majoritairement, tous ces trucs-là peuvent largement bouger en fonction des modes de financement, en fonction des appareils techniques, en fonction des provenances des matériaux que vous faites, d'accord? Est-ce que vous faites fabriquer les panneaux solaires en Chine? Est-ce que vous les faites fabriquer en France? Est-ce que vous faites, voilà. Donc c'est assez variable et grosso modo à peu près toujours dans la même fourchette. Et donc dans le principe, c'est pas, pour moi la discussion n'est pas là. Alors en fait le problème c'est ce dont on parlait ici. En fait il s'avère que, en fait vous allez tout de suite comprendre. Ce tableau-là est un peu difficile à lire, mais vous avez en fait une liste des problèmes, d'accord? Enfin, des choses qu'il faut faire. Donc là, vous avez, par exemple, accélérer le développement des ENR, reconfigurer les réseaux, voilà, etc., etc. Et vous avez, en fait, plus c'est rouge, plus c'est compliqué dans le scénario concerné. D'accord? Et donc, en particulier, donc maintenant, imaginez que vous êtes un décideur ou une décideuse dans cette histoire. Bah, vous prenez lequel? Le N1. Voilà, terminé. Le N2 peut être pris, d'accord? Le N3 pose trop de problèmes techniques ici. Et le M0 pose trop de problèmes ici. Voilà. Le N2, tout est relatif. Bah oui, parce que le N2, on n'accélère pas fortement ce genre de truc, on n'en a pas trop besoin. Donc voilà. Donc en gros, le gouvernement aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, de toute façon, à la lecture de ce document, balance entre ces deux scénarios. D'où l'accélération de la construction des EPR, d'accord? Et majoritairement, en fait, d'où le côté un peu pro-nucléaire renouvelé en France. Tout simplement parce que ces scénarios-là, les deux scénarios du centre, sont des scénarios en fait où vous avez le moins de problèmes possible. Et donc en particulier, là, c'est une évaluation de la faisabilité de ces scénarios. Vous avez en particulier ici le fait de mettre des ENR terrestres, les rouges là, c'est ce dont on parlait à l'instant, l'acceptabilité des panneaux solaires, des éoliennes sur le sol français. Qui, grosso modo, en fait, encore une fois, il y a des sondages surréalistes. Hein. Vous savez que 70% des Français sont pour l'éolien, mais 70% des Français sont contre l'éolien dans la commune. Il y a un moment donné, il va falloir choisir. Quoi. Voilà. Non, mais de toute façon, des comme ça, vous pouvez en faire plein. Hein. La majorité des Français ne sont pas pour des fringues chères, mais ils sont quand même contre l'exploitation des Ouïghours. Quoi. Enfin, il y a un moment donné, il va falloir choisir les gens. Quoi. Voilà, c'est toujours le même problème. Alors, si on commence à regarder la partie... Donc, on va regarder un peu, pour la fin, les diverses parties. Alors, si vous regardez la partie... Oh, s'il vous plaît, là, on est reparti. Si vous regardez la partie M, donc en fait la partie renouvelable, vous avez en fait, grosso modo, ce genre de production à l'horizon 2030. Alors, en fait, 2030, c'est une date bascule parce que l'Europe a mis un nouveau point de décarbonation des électricités pour 2030, un truc à court terme, justement pour contraindre beaucoup plus les gouvernements. Et donc, grosso modo, le gouvernement français est un peu obligé d'aller à marche forcée dans le développement des éoliennes et des solaires, tout simplement parce que c'est la façon la plus facile de remplir les objectifs. Parce que construire un réacteur nucléaire en 5 ans, c'est pas facile. Par contre, pour le coup, balancer Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez des subventions massives en ce moment de panneaux solaires. Vous allez voir des pubs partout. Enfin, voilà, grosso modo, il y a de la subvention massive de panneaux solaires et d'éoliennes. Tout simplement parce que le gouvernement français essaie dans les clous pour 2030 et que le plus rapide à faire, c'est de faire ça en première partie. Donc vous avez en fait finalement des productions qui sont relativement équilibrées dans les productions et en particulier ce qui est très avantageux avec les nouvelles énergies renouvelables, les ENR, c'est qu'en fait en 2030 vous pouvez vraiment atteindre les objectifs très très vite. Contrairement au nucléaire où là on sait que quand même ça va prendre un peu plus de temps. Par contre, vous avez en fait une grosse occupation des sols, en particulier, c'est un gros argument des anti-ENR, d'accord? Les anti-éoliens et les anti-solaires surtout, d'accord? En regardant un peu ce qui se passe, alors il y a quand même un peu des chiffres à regarder. Grosso modo, l'idée c'est que en fonction des scénarios, vous avez pour le scénario le plus nucléaire, on va plutôt prendre celui-là, entre 300 hectares par an et 600 hectares par an en fonction des scénarios où il y a le plus d'éoliennes qui sont occupés par le système électrique, que ce soit les éoliennes, les panneaux solaires, plus le réseau, qui va devoir aussi prendre un peu de place. Alors ça a l'air énorme comme ça, mais il s'avère que quand même, grosso modo, l'artificialisation des sols en France, route plus bâtiment, c'est en fait à peu près 25 000 hectares par an en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, certes, il va y avoir une emprise de sol assez forte des énergies renouvelables, mais ça n'a rien à voir avec le développement actuel des routes, des maisons, des immeubles, etc. etc. Donc pour moi, c'est un argument qui n'est pas recevable
Ou alors, ou en tout cas pas dans un pays où on continue à construire des routes à gogo, des immeubles à gogo, des centres commerciaux excentrés à gogo, etc. etc. D'accord. Encore une fois, on parle de 600 hectares par an versus 25 000 hectares par an. D'accord. C'est pareil, c'est des ordres de grandeur qui sont extrêmement forts. Il y a des objectifs, et les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, qui sont dans les plans, dans la planification française, c'est descendre à 12 000 hectares par an. Donc c'est-à-dire que la version sobre en France, c'est 12 000 hectares par an de routes et de supermarchés, de parkings, machin chose, versus donc 600 hectares par an d'éoliennes et de panneaux solaires. C'est pas très très grave en soi. D'accord. Donc pour moi, l'argument est pas tenable, quel que soit le scénario. Donc en gros, vous avez, voilà, si vous regardez le nombre de mâts, ça fait des trucs qui sont pas folles. En fait, en gros, si vous regardez par exemple les panneaux solaires, c'est occupé par les panneaux solaires, c'est ça, vous finirez en fait en projection, même sur le scénario le plus gourmand en panneaux solaires qui est le M1, vous finirez en fait avec 200 milliers d'hectares occupés par des panneaux solaires. Ça a l'air beaucoup, sachant que les villes en occupent 100 millions, que le réseau routier en occupe 1,5 million. D'accord. Et en gros, si vous faites la somme PV plus éolien plus réseau, ça occupera 300 000 hectares à l'arrivée. Donc ça reste une occupation quand même qui est extrêmement faible par rapport à l'occupation actuelle des structures citadines majoritairement et ou de transport. J'attire quand même votre attention sur ces chiffres-là, quel que soit le scénario. Le nombre de mâts d'éolien construits en France, c'est à peu près le même. C'est en milliers de mâts, donc grosso modo dans les perspectives d'un scénario de type N1 ou N2, vous aurez à construire 25 000 mâts éoliens en France d'ici 2050. Il y a 36 000 communes en France, il y a à peu près 10 000 communes qui ne peuvent pas accepter d'éoliennes pour des raisons d'urbanisation trop fortes. Je pense à Paris, je pense à Lyon, Marseille, voilà, etc., etc. Tous les trucs où il n'y a pas de campagne, dans le principe. Et donc ça signifie que grosso modo, en moyenne, chaque commune française doit bouffer une éolienne. Alors ça ne va pas être réparti comme ça, mais de toute façon, c'est d'ailleurs, moi c'est l'argument que je donnais dans les réunions jusqu'à ce que je me barre. En gros, c'est pas une question de est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas ça. La question, c'est que de toute façon, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que pour l'instant, il y a des incitations à le faire. À mon avis, dans 15 ans, il y aura une obligation de le faire, et après, il y aura une contrainte pour celles, les communes qui ne le font pas. Moi, dans un scénario comme ça, je préfère passer au départ en disant, bah écoutez, on prend l'incitation et puis on fait le boulot, quoi. De toute façon, le boulot sera fait. Et d'autant que plus on va prendre de retard sur le nucléaire, plus en fait ça va être à marche forcée pour les énergies renouvelables pour rester dans les clous. Hein. C'est pas très compliqué parce que c'est easy peasy de développer de l'éolienne comme ça. Donc si on prend l'emprise de tout sur ces trucs-là, on se retrouve à peu près avec des trucs-là. L'éolien terrestre est celui qui prend le plus de place. Mais c'est un graphique un peu en trompe-l'œil parce que sous des éoliennes, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez cultiver du blé, vous pouvez cultiver du maïs, vous pouvez faire des champs. Enfin, grosso modo, il y a un petit grillage autour en bas. Et puis ça s'arrête là. Donc en gros, ça a l'air d'avoir une emprise au sol très forte, mais en fait cette emprise au sol est finalement assez faible parce qu'elle est partageable. De la même façon, vous pouvez faire par exemple des fraises sous les panneaux solaires. Voilà, il y a toujours des arrangements comme ça. Bon après, il faudra en bouffer des fraises quand même, vu les surfaces, mais bon, voilà. On va bouffer des fraises et du mouton, ça, alors là, on va faire que ça, parce qu'on ne peut pas non plus faire plein de trucs sous les panneaux solaires, on peut faire des fraises et des moutons. Enfin, on fait des recettes de fraises au mouton, et en manger tous les jours, quoi. Voilà. Si on regarde les coûts, donc ça on en a parlé un peu, je vais aller un peu plus vite, et je vais faire un dernier truc sur les matériaux. Donc en gros, si vous commencez à regarder les matériaux sur les développements de scénarios, donc en fait, le premier surtout, c'est majoritairement le stockage. D'accord. Vous savez qu'on va avoir besoin de développer du stockage électrique pour compenser en fait l'intermittence des panneaux solaires et des éoliens. On a deux possibilités pour ça, soit des batteries chimiques, qui sont très chères par ailleurs pour le coup et très peu efficaces. Il y a un autre truc qui explore en ce moment, c'est de faire des surbarrages. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. Vous prenez des vallées où il y a des barrages, vous prenez des vallées au-dessus qui ne sont pas occupées, vous faites un barrage, et quand il y a des surplus d'électricité, vous remontez l'eau des barrages dans ces barrages-là. Et c'est réversible, c'est de l'énergie potentielle mécanique, c'est trop bien. Et globalement, c'est des grosses infrastructures à construire, mais une fois que c'est fait, pour le coup, on s'en fout. Et ça ne dépend pas de la pluviométrie, c'est juste on fait un réservoir supplémentaire à plus haute altitude. Donc ce qui est bien, c'est que même si ça excède la capacité du barrage initial, vous en foutez parce que vous avez une vallée à noyer en haut, etc., etc. Certains ingénieurs proposent qu'on noie toute la vallée du Rhône en amont du lac Léman. J'ai l'impression que les habitants de Genève ne sont pas tout à fait d'accord. C'est pas comme si c'était une super belle ville par ailleurs. Enfin voilà, je sais pas, c'est des Suisses quoi. Voilà. Bon, mais on peut trouver des endroits peut-être un peu moins habités pour faire ce genre de bêtises. Vous remarquez que si on commence à parler batterie, il va falloir nécessairement mettre en place les batteries des voitures électriques, parce que c'est quand même un peu le problème.
Et vous constatez que cette part-là, alors ce scénario-là, scénario de référence, c'est remplacement 1 pour 1. Prenez une voiture thermique, vous la remplacez par une voiture électrique à l'horizon 2050. Vous constatez donc que l'utilisation des batteries de stockage pour le réseau électrique complet, c'est ça, quel que soit le scénario, et ça, c'est pour les voitures. Et là, vous commencez à effleurer un problème supplémentaire, c'est qu'en fait, le remplacement 1 pour 1 des voitures thermiques par les voitures électriques va être un scénario d'une gourmandise en matériaux extrême. Extrême, d'accord? Et que ce soit, alors en particulier en cuivre, d'accord, majoritairement, et en fait, il s'avère que le cuivre va majoritairement être utile. Alors, le cuivre, voilà, je me mets là. Le cuivre va bien sûr être en explosion pour les réseaux électriques, tout simplement parce que vous allez devoir faire beaucoup plus de fils, d'accord, des gros câbles, très con. Et c'est d'autant plus élevé que vous avez un scénario déconcentré, donc avec une présence de nucléaire plus faible. Ça, c'est un truc très con. C'est facile à comprendre, quoi, globalement. Vous mettez des éoliennes partout, vous avez besoin de cuivre. Oui. Là, on parle pour l'Europe. On parle pour la France. C'est que la France, là, pour le coup. Que la France, là, pour le coup. Imaginons qu'on arrive à faire tout ça. Oui. On n'a pas le choix, de toute façon. Il y a des choses qui vont se passer. L'Afrique va se développer, par exemple, tu peux aussi consommer plus. Ah oui, mais après, pour le coup, ça fait partie de l'aide au développement, ça fait partie de plein de choses. Enfin, en gros, là, pour le coup, c'est chacun fait un peu. L'électricité, c'est quand même un truc très local, globalement. Même si on a des échanges entre pays, l'électricité, c'est quand même un truc très très national, en principe. Attendez, on n'a pas fini. Ces mesures que nous, on prend, même si on est bien, est-ce que c'est pas dérisoire par rapport au reste du monde? Alors, rien n'est dérisoire pour deux raisons. La première, c'est que déjà, en fait, la répartition des émissions de gaz à effet de serre est de toute façon ultra répartie. Donc, de toute façon, tout le monde va devoir faire le boulot. D'accord? C'est vraiment le problème, en fait. C'est d'une certaine façon, et même s'il y a des États qui ne font pas le boulot en tant que tel, c'est pas la question, en fait. Tu vois, tu te dis pas, il y a des criminels, donc je peux buter mon voisin, quoi. C'est pas comme ça que ça marche, quoi, dans le principe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si la France représente 1% de la population mondiale, elle est responsable plutôt de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, factuellement, en fait, notre effort est quand même beaucoup plus élevé à faire que dans des pays où, grosso modo, l'impact carbone des habitants n'est pas du tout le même. Donc, dans le principe, commencer à faire des efforts en France, de toute façon, c'est obligatoire pour deux raisons. Un, parce que les pays de l'OCDE, c'est les seuls qui aujourd'hui ont les moyens infrastructurels, technologiques et financiers de faire ce genre de truc. Parce que c'est vachement facile d'aller demander au Pakistan de décarboner son électricité, mais bon, enfin, c'est quand même pas le pays le plus riche du monde, quoi. D'accord ? C'est éthiquement plus ou moins discutable de demander à des pays qui ont été sous domination coloniale pendant extrêmement longtemps de maintenant se démerder tout seul et de faire des développements infrastructurels hyper chers, alors que grosso modo, pendant les 70 années précédentes, on les a littéralement empêchés d'avoir un développement structurel. Quand même. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est, c'est pas un monde qui naît de tout de suite pop, machin, ah là là, c'est intéressant, quoi. Enfin, grosso modo, tout ceci a un peu une histoire. Et en fait, il s'avère que dans les documents, on essaye quand même de faire des trucs qui sont perçus comme juste socialement. Et là, après, il y a une valeur d'exemple, en fait. Enfin, moi, je suis désolé, mais l'OCDE, de manière très très générale, le Japon et les États-Unis en tête, mais l'Europe n'est pas vraiment très loin derrière, sont des pays extrêmement gourmands en termes de pollution, de manière très générale. Il n'y a pas que le CO2. Commencer à dire, ah non mais attendez, on va prendre ceux qui soi-disant polluent le plus, mais en fait c'est pas vrai, tu vois, le bilan carbone par chinois par exemple, il est plus faible que le bilan carbone par français. Ah bien sûr, les chinois ils sont 1 milliard, donc forcément si tu fais fois 1 milliard, bah tout de suite ça fait plus grand, quoi. Mais ça c'est débile en fait. C'est-à-dire, en fait tu peux toujours couper pour dire moi je fais 0, toi tu mets 0 CO2 en fait. Parce que tu construis pas de voiture, tu mets pas du charbon chez toi pour faire du CO2, mais factuellement tu vois que le découpage par entité individuelle c'est vraiment un truc extrêmement trompeur. Donc vraiment, c'est des trucs globaux. Et vraiment, moi, je crois vraiment à un scénario de décarbonation dans les pays de l'OCDE, avec un développement technologique rapide qui ensuite pourra se transposer de façon moins chère à des pays qui n'ont pas forcément les moyens infrastructurels. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera, de toute façon. Ça, c'est comme ça qu'on le fait. C'est-à-dire, si la France dit, ah bah nous, on est que 1% de la population, on s'en fout, on est 1% du problème, bah, si tu as 50 pays qui disent ça, bah, ça fait 50 fois, hein. C'est con, mais c'est 50% quand même, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond. Je termine un peu là-dessus. Je suis désolé de vous garder un peu plus longuement. Ah oui, d'accord. En gros, il y a deux trucs critiques que je veux que vous reteniez. C'est que le cuivre est critique pour le réseau électrique, mais qu'en fait, la voiture électrique à 1 pour 1 consomme plus de cuivre que n'importe lequel des scénarios. Tout simplement parce que quand vous faites des bobines et des rotors, en fait, un moteur électrique, c'est du cuivre. Bon, d'accord, massivement. Et vous avez juste avant, il faut que je le retrouve, c'est celui-là, vous avez le problème du lithium, d'accord, qui est un problème critique pour les batteries. Et en particulier, c'est ce que je disais tout à l'heure, la France représente 1% de la population mondiale,
représente 2,7% du parc automobile mondial. Et donc si aujourd'hui on veut remplacer à 1 pour 1 les véhicules thermiques français par des véhicules électriques, ça veut dire qu'on doit s'accaparer 2,5% des réserves de lithium mondiales. La vraie question, c'est est-ce que factuellement, d'un point de vue moral, c'est quelque chose qui est envisageable ou pas? C'est toujours le même problème, c'est des décisions à prendre. Voilà, donc après, si vous voulez, vous avez tout un détail sur tous les trucs. Le nucléaire, vous regarderez ça chez vous, mais c'est la dernière séance où je vous embête sur le sujet.